suer. Les choses sont claires. Alors pourquoi cette flambée? Jusqu'où les prix peuvent-ils s'envoler? Quelles solutions alternatives? Et que proposent par exemple les candidats à la présidentielle? Enfin, combien de temps le gouvernement peut-il tenir face à cette flambée des prix? On en débat avec nos invités. Rodolphe Bonas, qui est président du groupe Aristide et expert de la grande distribution et de la consommation. Pierre Chasseret, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. Gaëtan Mélin, chef du service économie et social de BFM TV. Et Amandine Atalaya, éditorialiste politique de notre rédaction. D'abord, le constat, Gaëtan. On parle bien de record historique, on n'exagère pas? Oui, tout à fait. On atteint de nouveaux records sur l'ensemble des prix du carburant avec, en moyenne, le gasoil qui se vend en ce moment à 1,65 € le litre. Le samplon 98 est proche des 1,80 € et le samplon 95 proche des 1,78 €. Juste pour que vous le sachiez, en octobre 2018, sur le gasoil, on était à 1,53 €. Donc vous voyez bien que le record a été battu. Et en avril 2019, sur le samplon 98, on était à 1,6225 €. Donc oui, tous les records à la pompe ont bien été battus aujourd'hui. On va rappeler simplement comme une mise en garde que quand débute le mouvement des Gilets jaunes, l'essence était moins chère. Rodolphe Bonas, comment expliquer cette hausse d'abord? Cette hausse, c'est les marchés internationaux. La première, c'est des difficultés dans l'approvisionnement. Il faut savoir qu'il y a des pays comme le Niger ou l'Angola qui ont des difficultés à fournir. Ça fonctionne moins. Il y a des grands froids au Canada et résultat des courses, il y a une production qui s'est un peu ralentie. Donc ça tend, et moins d'offres sur une demande qui ne bouge pas vraiment. Il y a des tensions politiques aussi, les Émirats Arabes Unis et la guerre au Yémen met de la tension sur les prix. Et enfin, il ne faut pas l'oublier, c'est que la menace de Vladimir Poutine sur l'Ukraine aussi met de la tension sur le prix du gaz, parce qu'une guerre viendrait donc mettre de l'attention sur l'approvisionnement gazier. Et donc, quand on n'a plus de gaz, on achète plus de pétrole. Voilà les raisons. Il y a des tensions géopolitiques majeures, nous dites-vous, et par ailleurs, des pays qui fournissaient et qui en ce moment fournissent moins. Exactement. Et pourquoi ils fournissent moins? Qu'est-ce qui se passe chez eux? Parce qu'ils ont des difficultés d'approvisionnement, en particulier les grands froids au Canada. Les installations fonctionnent beaucoup moins bien. C'est beaucoup plus difficile d'extraire le pétrole, en particulier ce fameux pétrole de schiste. Et donc, résultat des courses, on en fait moins. Et puis, Gaëtan Mélin, on a peut-être aussi une reprise économique planétaire, comme on en a au même moment jamais vu. Je dis bien au même moment. Tout à fait. En fait, c'est le problème de l'offre et de la demande. On a d'un côté une offre qui est assez limitée, avec toutes les explications que Rodolphe Bonas a expliqué. Et il y a cette demande qui est en très très forte progression. Et d'ailleurs, c'est très marrant parce que quand vous regardez la progression du prix du baril de Brent, vous voyez un petit infléchissement début décembre. Le prix du baril de pétrole baisse. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a Omicron. Beaucoup d'inquiétudes sur le marché. La demande qui commence à fléchir. On voit la courbe. Et le prix du baril de pétrole qui baisse. Et puis finalement, ça se passe plutôt bien. La croissance économique est forte, la reprise se confirme et donc la demande repart de plus belle, mais avec une offre qui malheureusement ne suit pas. Alors Pierre Chasseret, président de 40 millions d'automobilistes, je le rappelle, vous avez interpellé directement Emmanuel Macron, d'une façon originale d'ailleurs, puisque vous pouvez peut-être nous lire un extrait du poème que vous lui aviez adressé, non? Je le connais pas par cœur. Bon, en tout cas, c'était une forme de poème. Pourquoi vous avez choisi cette façon de faire? J'ai trouvé que c'était... On voit le texte à l'antenne. Lettre ouverte au président de la République. Monsieur le Président, je vous fais cette lettre que vous lirez peut-être. Enfin bon, on comprend l'état d'esprit général. Voilà. Exactement. L'idée, c'était quoi? C'était d'interpeller le président pour obtenir une réponse. J'ai vu qu'il, de temps à autre, il faut essayer de faire différent. Et avec Emmanuel Macron, peut-être que c'était le bon moyen de le toucher. Un des moyens. Moi, je voudrais revenir sur tout ce que j'ai entendu. C'est vrai. Le contexte international, il est vrai. Mais qui est le grand gagnant de tout ça, économiquement parlant? C'est l'État. Parce que la TVA, c'est un pourcentage. Quand le prix du baril monte, que les prix à la pompe montent, fatalement, la part de TVA qui revient à l'État augmente aussi. Logiquement, oui, mais vous ne pouvez pas rendre responsable le gouvernement français d'une situation internationale. Alors, de cette situation internationale, non. Du fait qu'ils ne sont pas en capacité d'agir sur les taxes en mentant aux Français. Quand j'entends le ministre de l'économie dire 1 centime de moins sur les prix du carburant en taxes, c'est 500 millions de moins dans les caisses de l'État, il s'est trompé. Là, en ce moment, c'est l'inverse. C'est plutôt 10 centimes de plus dans les caisses de l'État, c'est 5 milliards de plus ponctionnés sur le dos des automobilistes. On est bien au-delà
de ce qui avait été budgété par l'Assemblée nationale et le Sénat. Vous dites qu'avec l'indemnité inflation, le fameux chèque de 100 €, le compte n'y est pas. Mais vous attendez finalement quelle mesure de la part du gouvernement? On attend une baisse de la TVA, une mesure intelligente. Il n'y en a qu'une possible. De toute façon, je me souviens, on était il y a 3 mois, on parlait de la baisse des taxes sur les carburants, on a parlé de ce chèque qui venait clôturer le débat médiatique. Mais pas la colère des Français. Depuis 3 mois, la colère des Français est la même quand ils vont à la station-service. Aujourd'hui, on en reparle médiatiquement. Pourquoi ? Parce que les prix passent la barre symbolique des 2 € le litre dans certaines stations parisiennes. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe en réalité ? Les Français, depuis le début, se sentent ponctionnés, ont une augmentation de leurs impôts, car c'est un impôt, une augmentation de leurs impôts sur la mobilité. Il va falloir agir. Alors, apparemment, l'équipe gouvernementale a l'air vraiment inflexible sur ces questions. Est-ce qu'elle l'est vraiment, Amandine Atalaya, ou est-ce qu'elle commence à sentir un dossier qui est trop délicat et peut-être explosif ? Le problème, c'est que le gouvernement s'était lui-même mis dans une situation compliquée et dans l'embarras en décidant de mettre cette prime inflation, enfin cette indemnité inflation, puisque si on en donne une, évidemment, pourquoi est-ce qu'on n'en donnerait pas d'autres si à un moment donné, plus tard, ça augmente ? Et donc, le gouvernement s'est exposé à ces critiques aujourd'hui. Les Français ne comprennent pas bien si la hausse continue. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, ils ne toucheraient pas d'autres chèques ? Et oui, pour le gouvernement est inflexible, sinon sur l'idée, en effet, de baisser, par exemple, la TVA à 5,5% sur les carburants, alors qu'elle est aujourd'hui à environ 20%, comme le proposent certains candidats, par exemple Marine Le Pen, qui continue de dire que c'est la solution. Marine Le Pen qui a fait d'ailleurs du pouvoir d'achat le cœur de sa campagne électorale. Le Parti socialiste demandait cela aussi, mais non, le gouvernement n'a pas l'intention de bouger là-dessus pour le moment, parce qu'il continue de dire que c'est une mesure qui serait extrêmement coûteuse pour lui aujourd'hui, sauf que, en effet, les prix continuent d'augmenter, les prix de l'énergie, les prix de l'alimentation, l'inflation se poursuit. Et le problème, c'est que le gouvernement avait annoncé une mesure de très court terme en pariant sur le fait que la hausse serait modérée dans le temps. Ça n'est pas le cas. Alors, baisser les taxes, une taxe flottante, on a tout essayé, ça ne marche pas vraiment, dit le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Ben oui, en fait, la grande difficulté, c'est que le gouvernement est pris dans un étau. C'est-à-dire que d'un côté, il a cette difficulté, cette pression en disant il faut absolument baisser le prix de cette essence et vous êtes grandement responsable. Pourquoi ? Parce que 60% du prix payé à la pompe, ce sont des taxes. Donc c'est très simple, si on veut faire baisser, il faut faire baisser les taxes. Mais de l'autre côté, il faut se rappeler qu'on a pris un engagement vis-à-vis de la Commission européenne avec ce fameux pacte vert dans lequel on s'engage à diminuer finalement la consommation d'énergie fossile. Et résultat des courses, le seul moyen de diminuer la consommation, c'est un peu comme les cigarettes, si vous voulez, Yves Calvi, eh bien, il faut augmenter les prix. Parce que c'est le seul moyen dans lequel qui va nous freiner dans cette consommation. Donc, il est pris dans un étau. Résultat des courses... Sauf que, pardonnez-moi, que le paquet de cigarettes qu'on va chercher au tabac ne conditionne pas l'avenir de l'économie du pays. On est 100%. Et que les Français ont besoin de travailler et de se véhiculer. On est 100% d'accord, mais le mécanisme est le même quant au dispositif de ralentissement de consommation. Et c'est pour ça qu'ils sont pris dans un étau. Alors, Magali Chalet, vous êtes avec nous. On a tout essayé pour faire baisser le prix des carburants, avec des succès qu'on qualifiera de mitigés. Oui, en fin d'année, le gouvernement a lancé l'indemnité inflation. C'est une aide de 100 € versée à 38 millions de Français entre décembre 2021 et février 2022, donc en ce moment. Autre mesure, cette fois dans certains départements ou villes comme les Hauts-de-France ou Nice, c'est un chèque carburant qui est versé. Il s'agit d'une aide de 20 € versée aux automobilistes qui travaillent à plus de 20 km de chez eux et qui touchent moins de 2 fois le SMIC. Et enfin, autre type de mesure, la TIPP flottante, souvenez-vous, elle avait été créée en juillet 2000. Il s'agit d'un mécanisme qui permet au gouvernement de rendre modulable la TIPP, c'est la taxe intérieure sur les produits pétroliers pour compenser la fluctuation du prix du baril. Eh bien, avec une taxe souple et variable, eh bien, ce mécanisme a été supprimé seulement 2 ans après sa création, jugé inadapté et trop coûteux par la droite. Pourquoi on a renoncé à la TIPP flottante, Gaëtane ? Parce que ça ne rapportait finalement que très peu d'argent aux consommateurs et que les bénéfices n'étaient pas assez avantageux, ni d'un côté ni de l'autre. Donc c'était une fausse bonne mesure. Mesure initiée sous Lionel Jospin. Exactement, tout à fait. Donc voilà. En revanche, vous me souffliez il y a quelques instants que l'Europe s'avérait assez tolérante en ce moment. Oui. Expliquez-nous ça, parce que ce n'est pas tous les jours que l'Europe s'avère tolérante, justement. Effectivement, parce que cette crise, elle ne concerne pas que la France. Tous les pays européens sont concernés par cette augmentation des prix des carburants. Et il y a 3 mois, eh bien, la Commission européenne a autorisé les États membres de l'Union européenne à prendre toutes les mesures
pour freiner cette hausse, dont la baisse de la TVA. Et d'ailleurs, plusieurs pays membres de l'Union européenne ont opté pour une baisse de la TVA. Pierre Chasseret. Oui, c'est d'ailleurs, c'est incroyable, c'est suite à l'action de la France, et notamment de mon association 40 millions d'automobilistes, qu'on a réussi. Non mais c'est une réalité. Vous avez dompté Ursula von der Leyen. On a réussi à obtenir quelque chose au niveau européen qu'on n'a pas réussi à faire entendre au président de la République français. Il y a quand même un problème. Donc je voudrais quand même aujourd'hui passer à l'action, parce que les poèmes c'est bien, mais au bout d'un moment ça marche pas. Donc on va passer à autre chose. On fait quoi? Je demande aux automobilistes de reposer un gilet jaune à l'avant-droit du véhicule? On fait ça? Ou alors, qu'est-ce qu'on fait d'autre? On demande aux automobilistes d'envoyer directement leur ticket de carburant au président de la République pour qu'il reçoive des dizaines de milliers de tickets de carburant à l'Élysée? Qu'est-ce qu'on fait pour que l'État comprenne que la voiture, c'est égal à la mobilité des Français et que sans cette mobilité, on les prive ou on leur demande de faire un choix entre se chauffer et se déplacer? Se chauffer et emmener leurs gamins à l'école. À quel moment on va comprendre que l'inverse de la mobilité, ça s'appelle le confinement et que personne n'a envie d'y revenir? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Est-ce qu'on continue à prendre les automobilistes pour des hurluberlus pollueurs? Ou est-ce qu'enfin, ça se reconnecte là-haut, à l'Élysée, avec la France, avec le reste de la France, et on casse cette image du président des villes? Parce que ça suffit, les mesures de parisianistes. Alors là, vous venez d'être extrêmement véhément et on vous écoute avec curiosité, mais je dois vous faire remarquer que quelles que soient les mesures qui seraient prises, momentanées ou non, à un moment ou un autre, on est obligé de payer l'addition. Mais si, dans tous les pays du monde et tous les gouvernements du monde font payer à un moment ou un autre l'addition. Alors on peut la retarder, on peut la mettre entre parenthèses, mais il y a un moment où l'addition se paye. Le marché du pétrole est ce qu'il est, la TVA et le fonctionnement de l'économie française sont ce qu'ils sont, et c'est vrai pour tous nos pays. Non, Yves Calvi, vous vous trompez sur un point, c'est qu'en fait vous partez du principe que les prix du carburant et les taxes qui sont générées par l'État sont fixes. Or, comme je vous l'ai dit en début d'émission, lorsque les prix du carburant sont hauts, la part de TVA étant un pourcentage, l'État gagne plus. Aujourd'hui, l'État joue à Calimero alors qu'ils sont en train de braquer les automobilistes à la station-service. Rodolphe Bonas. Juste pour compléter cet élément-là, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que dans cette notion du prix finalement du prix du carburant, 30%, c'est la valeur de la matière première, ce fameux pétrole qu'on achète. Alors ce qui est un peu intéressant de voir aussi, c'est que c'est 1,60 €, finalement c'est le prix du baril d'il y a un mois et demi. Donc ça ne va pas s'arrêter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le prix du baril que l'on voit, qui n'a jamais été aussi élevé depuis 7 ans, on va voir l'augmentation dans un mois et demi. Donc c'est vrai que là, les mesures vont s'imposer à nous parce que mécaniquement, on sait en tous les cas que pendant un mois et demi, ça ne va pas baisser. Alors en tout cas, il y en a un ce matin qui a fait une proposition, je ne sais pas comment il faut la qualifier, d'original sur BFM TV, c'est Éric Zemmour. Je propose que tous les salariés, il y a 8 millions de salariés français qui vont en voiture à leur travail. Ceux-là, je propose que leur tarif kilométrique, c'est-à-dire ce que leur coûte en essence, soit payé par moitié par les patrons. Pardonnez-moi, mais votre réaction? C'est une nouvelle taxe, en fait. Oui, c'est ça, c'est une taxe différée et reportée à quelqu'un d'autre. Exactement. Gaëtane? Après, on pourrait aussi prendre cette mesure... Finalement, aujourd'hui, les personnes qui prennent les transports en commun, 50% du prix des tickets de transport en commun sont pris en charge par l'entreprise. Il y a certaines entreprises... C'est une partie du raisonnement d'Éric Zemmour. Mais il y a aussi des entreprises qui négocient d'ores et déjà une indemnité kilométrique pour tous ceux qui utilisent leur voiture pour venir travailler. Donc ça se fait déjà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, en France... Pour les foyers français, en moyenne, c'est 2 pleins par mois. Oui. Alors pourquoi il y a un impact et une cristallisation si forte? Ça a été dit dans le reportage, parce que certains Français voient le prix à la pompe par rapport au plein changer de dizaines, voire même prendre 2 dizaines en un an. Parce que sur le gasoil, c'est à peu près près de 25% d'augmentation, vous l'avez dit tout à l'heure, sur un an. Et donc ça veut dire que pour certains pleins, vous allez passer, par exemple, vous avez un plein à 55 €, vous allez passer non pas de 55 à 60 quelque chose, mais de 55 à 70 €. À 70 €. Et là, je vous garantis qu'en termes de cristallisation et d'impact, pour les Français, c'est colossal. Amandine Atalaya, quel que soit le point de vue initial, et je dirais comptable du gouvernement, il ne peut pas ne pas bouger. Le prix de l'essence, c'est de la dynamite et on est en pleine campagne électorale. Oui, mais les finances de l'État ne sont pas infinies, c'est toujours la même chose. Et l'argument du gouvernement concernant la baisse de la TVA, c'était que si, pour faire diminuer de 1 centime les taxes sur les carburants, ça revenait à un demi-milliard de manque à gagner pour l'État. C'est ce que répète toujours dit que c'est pas vrai, mais bon. Bruno Le Maire. Et je sais que vous le contestez à chaque fois, mais c'est le chiffre qu'avance le gouvernement aujourd'hui.
Donc, en fait, les marges de manœuvre sont limitées. Alors après, en effet, par exemple, Valérie Pécresse, elle propose le relèvement du plafond kilométrique qui est pris en charge par les employeurs. Il y a des mesures diverses et variées. C'est bien ce que je disais, il y a quelqu'un qui paye l'addition, quoi qu'il arrive, à un moment ou à un autre. Voilà, qu'on pourrait prendre. On peut aussi réfléchir sur du long terme, aider les automobilistes à avoir des voitures qui consomment moins d'essence, changer les infrastructures dans certains territoires ruraux pour que tout le monde ne soit pas obligé de prendre la voiture. Mais en fait, là, il y a l'urgence de la campagne électorale. Donc ces mesures-là, il ne faut pas se voiler la face, de long terme, elles ne seront pas prises maintenant. Et le gouvernement répète en boucle pour le moment que le pouvoir d'achat des Français, vous savez, a augmenté l'année dernière et qu'il a déjà fait beaucoup d'efforts. Le problème, c'est qu'il y a une grande différence entre les chiffres de l'INSEE et le ressenti des Français, qui n'est pas du tout celui d'une hausse, mais plutôt celui d'une baisse et d'une souffrance aujourd'hui. Mais Emmanuel Macron a déjà sorti beaucoup le chéquier en cette campagne électorale. C'est compliqué de le faire à l'infini. Oui, et puis le volet travail, dans les mesures éventuellement annoncées, n'est qu'un des volets de l'utilisation de la voiture. On emmène ses enfants pour faire du sport. On l'utilise. Enfin voilà, il y a infiniment d'autres utilisations, en plus du fait de vivre en région et pas uniquement à Paris et pas forcément à côté d'une grande ville. Surtout en milieu rural. Mais ce qu'il faut aussi préciser, c'est que finalement, peut-être qu'on n'est qu'au début de la progression du prix du baril de pétrole. Puisque, souvenez-vous, en juillet 2008, le prix avait atteint 134 $ le baril. Donc vous voyez, aujourd'hui, on est à 87 $ le baril. Vous voyez la marge de progression. Oui. Donc ça veut dire que la marge d'angoisse, oui. Exactement. L'impact sur le prix à la pompe, eh bien, il est très important. Alors face à cette envolée des prix, c'est un peu la débrouille du côté des automobilistes. Le GPL, par exemple, est-il une solution? Bonsoir Joël Pédessac. Bonsoir, messieurs, dames. Vous êtes directeur général de France Gaz Liquide. À ce titre, vous êtes donc un défenseur du gaz de pétrole liquide, un gaz qui affiche une croissance inouïe, plus de 10 000 %. J'espère que vous allez me confirmer ce chiffre, parce que moi-même, en le lisant, je ne l'ai pas cru. Certains mois l'an dernier. Expliquez-nous. En fait, par rapport au débat que vous aviez eu juste avant, le GPL est effectivement un carburant qui est soutenu là, par l'État, par les pouvoirs publics, puisqu'il est taxé qu'à peu près 30%, 90 centimes du litre en moyenne. Et la variation sur les 12 derniers mois, c'est 8 centimes contre un peu plus de 30 centimes pour l'essence et pour le gazole. Donc je pense que les automobilistes ont perçu qu'il y avait un intérêt à rouler sur ces carburants moins chers, carburants alternatifs, qui sont moins polluants, moins d'émissions de CO2, moins de particules, par exemple. Et en même temps, ce qui s'est passé sur le marché depuis 2020, c'est qu'un constructeur est revenu en force sur le marché des véhicules GPL. Dacia, chez Dacia, c'est 30% des ventes de leurs véhicules neufs aujourd'hui qui sont aussi en GPL. J'ai une question, une série de questions rapides à vous poser, s'il vous plaît, si vous pouvez aussi me faire des réponses rapides. Combien de stations en délivrent aujourd'hui dans notre pays ? Il y a un peu plus de 1500 stations qui distribuent du GPL carburant en France, à peu près 35 000 en Europe. Est-ce qu'on a une autonomie importante et de combien de kilomètres avec un plein de GPL ? Donc un plein de GPL qui coûte à peu près 35 €, vous faites à peu près 500 km. Alors en fonction du type de véhicule, ça peut varier, et du type de conduite. Et donc l'autonomie est relativement comparable à ce que vous pouvez avoir en essence ou en diesel. Aujourd'hui, si je veux rouler au GPL, je dois changer de voiture ? Alors, si vous avez un véhicule essence, vous avez la possibilité d'équiper votre véhicule essence. Ça s'appelle du rétrofit GPL. On parle de rétrofit électrique aussi. Et donc, il y a des entreprises qui sont spécialisées sur ce type de transformation qui peuvent vous permettre de transformer votre véhicule essence en véhicule GPL. Ça vous permettra de, par exemple, sur les vignettes critères pour rentrer dans les zones urbaines, d'avoir une vignette critère 1, alors qu'avec votre véhicule essence, vous pouvez être que critère 2 ou 3. Donc il y a quelques avantages, comme les cartes grises qui sont gratuites aussi sur les véhicules GPL dans la majorité des régions françaises. À ceux qui ont peur que ça explose, vous répondez quoi ? S'il y avait un constructeur qui pensait que ça pouvait exploser, je pense qu'il n'y aurait aucun véhicule GPL sur le marché. Il y a des réglementations qui permettent d'encadrer tout ça et de permettre une sécurité parfaite. Gaëtan va vous poser une question. Oui, bonjour. Quel est le prix moyen pour un véhicule GPL ? Alors c'est un des gros avantages du GPL, c'est que mettre du GPL dans une voiture pour un constructeur, ça ne lui coûte pas très très cher. Et le prix moyen aujourd'hui est en dessous de 10 000 €. Enfin le premier prix d'entrée de gamme chez Dacia, c'est autour de 9 000. Ça peut monter à 15 000, mais c'est très très loin du prix des véhicules électriques
et c'est toujours moins cher qu'un véhicule diesel équivalent. Et le fait de faire équiper une voiture qui était une voiture à essence en GPL, quand même un ordre de tarif? C'est à peu près le prix d'entrée de gamme, c'est à peu près 2 000 € TTC. Ça peut monter à 4 000 sur les gros véhicules, ou pour les véhicules utilitaires légers, ça peut monter autour de 4 000 € TTC. En tout cas, vous êtes bon vendeur de GPL. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Bon, c'est une solution, Pierre Chasseret, ou pas? Restez avec nous. Bien sûr, c'est une très bonne solution, tout comme les boîtiers éthanol qui permettent aussi pour ceux qui roulent à l'essence de convertir leur véhicule et d'avoir un tarif à peu près à 70 centimes le litre. Donc ce sont des solutions intéressantes, mais qui ne répondent pas aux besoins de tous les Français. Donc l'investissement est quand même majeur, c'est plusieurs milliers d'euros. On ne peut pas demander à des Français qui ont du mal à avoir une facture augmentée de 10 ou 20 € d'investir directement dans quelque chose qui vaut plusieurs milliers d'euros. Il faut rester pragmatique. La solution, il n'y en a pas 50. On va être très clair et de toute façon, il faudra y aller. Donc on le savait il y a 3 mois, on s'était donné rendez-vous aujourd'hui. Oui. Regardez, on ressort, je suis au même endroit. 3 mois plus tard, je vous redonne rendez-vous à l'élection présidentielle. Il faut abaisser les taxes sur le carburant. On n'a pas le choix parce qu'à l'échelle internationale, il faut arrêter d'être nombriliste et de regarder uniquement la France. On est parmi les pays qui taxent le plus la mobilité au monde. Donc on va peut-être un peu se calmer sur les Français et les laisser rouler tranquillement. Ils taxent cette forme de mobilité et en cela, voilà, je ne veux pas, enfin c'est pas une provocation de ma part, mais vous avez raison. Un dernier mot? Oui, un dernier mot, on le voit très bien, le GPL à 30% de taxes, c'est moins de 90 centimes le litre. C'est QFD. C'est assez simple. Il y a un peu de débat. Il faut aussi faciliter le renouvellement du parc automobile, surtout dans le milieu rural, pour tous ces Français qui ne peuvent pas, même avec des primes à la conversion conséquentes, ne peuvent pas s'acheter une nouvelle voiture. Rodolphe Bonas. Et c'est vrai que ces zones rurales sont souvent habitées par la proportion de Français qui ont un pouvoir d'achat qui est le plus faible. Donc la tension est la plus grande dans ces zones-là. Avec parfois 2 véhicules. Exactement. Et là, j'insiste lourdement. C'est vrai que c'est là que c'est le plus difficile. Je sens qu'on va se revoir. Merci à tous. Dans un instant, notre feuilleton.